le logo de préfiguration qui est ici n'est pas inspiré par la forme qui est derrière de Max Bill, mais vous allez comprendre le rapport qu'il y a avec. J'ai rappelé hier que l'histoire de l'art était peut-être finie, puisqu'on avait l'idée d'une succession de textes, d'images, d'œuvres qui voudraient dire quelque chose. Et j'ai redit que vous pouviez regarder l'histoire de l'art. Le bien, il est vieux, mais il coûte 20 euros. On peut acheter chez Recycle Livre, c'est pas Amazon, et ça se commande, ça arrive très bien. Ou chez Décitre, par exemple, comme libraire, ou dans le site Librairie Indépendante. Publicité finie, l'histoire de l'art est-elle finie? C'est chez Folio, c'est-à-dire l'idée qu'une histoire qui serait avec un début, un milieu, une fin serait terminée. C'est l'hypothèse que fait Belting en 83. 83, c'est à peu près l'époque où va se terminer cette petite succession de conférences, normalement, et un peu après, sans doute. Pas en 2083, je vous rassure. Je voulais relever une question aujourd'hui, ça s'appelle Tout est graphique, c'est-à-dire tout va autour du graphisme, mais sur la chaîne YouTube que les gens de préfiguration m'aident à alimenter, j'ai inventé un petit émission que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Il faut cliquer sur le pouce ou cliquer sur la cloche bleue qui s'appelle l'Encyclopédie des objets invisibles, c'est-à-dire ce que je suis en train de regarder en ce moment, c'est dans ce monde d'images des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, tout est envahi par des images. On l'a vu hier avec le photojournalisme. Je voudrais regarder à quel point le graphisme, les affiches, les génériques de films sont devenus des lieux de création, les pochettes de disques, et qui sont, c'est le rapport avec les émissions sur YouTube de la chaîne Préfiguration, qui sont pas connues, pas étudiées beaucoup. Moi, je m'intéresse beaucoup et à l'université où j'enseigne, je suis intervenu sur le sujet des musiques de film parce que c'est un des thèmes d'entrée de l'université d'Évry avec des gens brillants en musicologie et art du spectacle. Finalement, la musique de film, ça a été longtemps un parent annexe de la musique et selon certains films exactement. Et finalement, les pochettes elles-mêmes, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. C'est plutôt un sujet traité par les anglo-saxons. On a peu de gens qui regardent ça. Et pour s'amuser d'un exemple tout à fait bizarre, que j'aime bien à traiter, celui du métro, par exemple. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, on va avoir l'idée de creuser un transport parisien. Si vous aimez les délires de l'administration française, vous pourrez voir qu'il y a des oppositions entre les villes et l'État. Ça vous rappellera des souvenirs actuels. Et puis, vous conviendrez que M. Bienvenu avait un nom qui était fait pour accueillir du public. Par contre, l'objet métro, il ferait partie de mon encyclopédie des objets invisibles, c'est-à-dire un objet qui contient beaucoup de significations et beaucoup de créations qui, longtemps, comme elles étaient dans la vie de tous les jours, n'ont pas été considérées comme des créations. Alors, la plus spectaculaire, c'est celle qui est derrière lui, c'est-à-dire la typo, la forme que dessine Hector Guimard pour certaines entrées de métro, il en reste encore certaines. Par contre, ce qui est intéressant dans ce sujet métro, c'est que, par exemple, le dessin du plan lui-même a été créé par des graphistes. Il a une histoire, il a à un moment donné été inventé dans un cadre particulier. Il suffit de regarder le métro de Londres ou celui de Tokyo pour voir à quel point l'idée de rendre clair quelque chose, lisible, c'est-à-dire la préoccupation des graphistes et des publicitaires, donner accès à tout le monde au maximum, ne peut pas être considéré tout à fait comme de la création, puisqu'il ne s'agit pas seulement de créer pour le plaisir, mais aussi de répondre à une demande. Et cette tension entre répondre à quelque chose, ce que la société industrielle veut vendre, veut faire connaître ou veut informer, et cette tension de la création, c'est ça qui est au cœur de mon sujet du graphisme aujourd'hui. J'ai rencontré, regardez si vous voulez chercher des choses, le designer en chef du métro parisien qui s'appelle Yo Kaminagai, qui dit finalement la façon dont on a construit le métro est lui-même une opération de design. On a, l'image le montre là, à la fois du design dans les rames elles-mêmes, dans la façon de les construire, dans les luminaires, dans la signalétique, dans les plans qui sont ici ou dans les plans et l'accompagnement des entrées de métro. Mais on a même avec cette station Arts et Métiers qui était l'occasion d'un clin d'œil à Benoît Peters, le merveilleux créateur, de penser aussi ce que dit Yo Kaminagai, c'est que
Et on le voit bien avec ces tôles. C'est comme un ciel, en fait. C'est une copie plus ou moins consciente d'une rue avec un trottoir de part et d'autre, une route et un ciel qui est au-dessus. Et pensez que ce n'est pas toujours le cas dans tous les métros du monde. Et que finalement, on est face exactement à un objet invisible, c'est-à-dire un objet qui est, voilà, le métro, faire de l'histoire de l'art à partir du métro, qu'est-ce que ça va donner de particulier? C'est la question du jour. Je remonte un peu en arrière pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, vous pouvez les regarder en ligne. 1889, vous devez reconnaître la dame, ce n'est pas sa construction pour une exposition universelle, c'est-à-dire une pleine société industrielle en train de se développer, complètement fascinée par l'éclairage, par la lumière, dont Tristan Garcia dit que c'est une métaphore de la modernité, aller très vite, être complètement dans l'intensité continuellement. C'est cette accélération que j'ai montrée dans les derniers chapitres avant les années 30, qui va nous donner à la fois l'organisation fonctionnelle efficace des gares, l'organisation efficace du transit de nourriture et de la distribution de la nourriture, qui fait que tout va partir très vite à plein d'endroits et qu'il faut que ça soit lisible et plutôt rationnel, c'est-à-dire organisé de façon la plus simple possible. Les halles, on a fini par les trouver mignonnes, mais finalement, les grands magasins sont le pendant. Elles vont essayer d'être plus ou moins belles pour attirer l'attention, pour donner le change au chaland et qu'il n'ait plus l'impression de consommer, mais d'être dans un endroit de plaisir. C'est la bonne question qui se pose en ce moment. Et puis, j'avais montré, c'est pour M. Derian et tous ses copains de l'école de BD Brassard-Delcourt, que les images d'Épinal dès 1810, c'était une circulation d'images en grande quantité qui va aussi avec ces systèmes d'impression et de diffusion, même si dans Le Pèlerin, on a l'occasion de rappeler deux choses. Un système de diffusion encore très artisanal, voilà, des diffuseurs d'affiches avec des boîtes qui permettent de les présenter. Donc, le design va accompagner cette diffusion. Mais je trouvais amusant de rappeler que dans les images d'Épinal, on a aussi l'infanterie française, un peu comme si on avait des petites vignettes aujourd'hui pour collectionner le CRS, le sapeur-pompier qui défend la nation. Pour dire que cette compréhension de l'espace dans lequel on se trouve, les images y participent. En fait, elles font de la politique tout le temps. Et dans la diffusion des images, dans le fait que par la bande dessinée également, j'ai parlé de Topfer qui est vraiment l'inventeur dès les années 30, dans la diffusion des magazines qui vont avec le 19e siècle. Cham, journal amusant. Nadar, avant d'être un photographe, est aussi un caricaturiste et il diffuse beaucoup de ses dessins. Et le design que voici, dont j'ai parlé aussi, résumé simple et rapide, voilà, Ikea dès 1859, c'est-à-dire une chaise créée par M. Tonnet qui n'a pas bougé d'un poil, démontable, transportable dans un cube d'1 mètre cube. On met 36 chaises, ça va plus vite, ça prend moins de place, ça peut se diffuser partout. Un catalogue qui permet de se rendre compte de l'ensemble. Voilà, la simplification des objets, c'est la simplification créée par les designers. Tenez, on est un des premiers, on ne l'appelle pas encore designer, on va y arriver après. Ils ont besoin d'objets pour vendre, de catalogues, d'affiches qui permettent de diffuser l'ensemble. J'ai pris cet exemple-là parce que j'étais, et je serai samedi matin prochain en histoire de l'art sur l'histoire de la nourriture. Le monsieur Liebig, dont une ancêtre fait partie du cours, voilà, simplification de la nourriture, recherche chimique, organisation d'un extrait de viande, c'est pour faire cauchemarder ma femme qui est végétarienne, et surtout diffusion, communication, petite réclame, et surtout petites vignettes qui sont diffusées aux enfants, qui sont dans les pots, qu'on peut collectionner. Parce que l'idée de la société industrielle qui se développe, c'est d'avoir envie d'en garder et de les accumuler. J'en profite aussi pour montrer que ces petites choses qui font le tour de notre vie et qui s'y trouvent encore aujourd'hui, ben, colportent aussi des images tout à fait d'Épinal et des fausses idées. Voilà, comment on mangeait en famille de l'extrait de viande à la préhistoire et comment, chez les peuples primitifs en Afrique centrale, les autochtones respectent le colon. C'est pour vous dire que finalement, ces imageries participent beaucoup à la diffusion d'idéologies ambiantes et que les images, elles sont là pour ça, en fait. Elles sont là pour circuler, pour le meilleur, vendre, diffuser une idéologie et pour le pire, la même chose. Si on regarde l'histoire de l'affiche, on peut aller très vite. Je l'ai déjà faite. Jules Chéret, le premier affichiste. J'aime bien, voilà, M. Turalot arrive exactement au bon endroit puisque
j'ai retrouvé cette petite affiche en reprenant l'histoire de l'affiche avec ce merveilleux savon à barbe recommandé par Erasmus Wilson pour pouvoir se raser et la tonsion. Il n'y a pas de privé de joke. Les images d'affiches chez Chéret se retrouvent avec une diffusion des produits, apéritifs, savon, et puis le vrai génie de l'affiche, à côté de Chéret, plus petit que lui, Lautrec, pour toute la diffusion des spectacles de cabaret, Moulin Rouge, images de marque d'Aristide Bruand et de Mitterrand plus tard, et puis des choses qui commencent à nous parler, c'est-à-dire dans ce régime d'images élaboré, il y a quelque chose que finalement l'image qu'on a sous les yeux de 1893 de Firmin Boisset n'est pas très révolutionnaire du point de vue image, justement. Mais ce qui est génial, c'est le régime d'image, c'est-à-dire elle est en train d'écrire chocolat Meunier sur l'affiche du chocolat Meunier. Ce que la BD, dès les années 1830 avec Topfer, s'était amusé à faire. La BD bien avant l'invention du cinéma. J'en profite pour dire quelques biens d'affichistes dont je n'avais pas parlé. Les frères Begerstaff, en Angleterre, fabriquent des affiches vides dans lesquelles on va pouvoir intégrer, voilà, on a la place pour la photocopie, entre guillemets, on peut écrire à la main, un peu comme les affiches de cirque qui sont vides avec le cirque machin dans votre ville, on peut compléter. Et penser à l'avance l'utilisation, alors qu'on fabrique un objet industriel, l'utilisation personnalisable, c'est une façon très tôt de comprendre autrement la logique industrielle. Et c'est une façon qui touche, j'interviens dans une école de directeur artistique, comme on est saturé à nouveau aujourd'hui de tas de produits, de tas d'informations, eh bien le publicitaire cherche à toucher le spectateur dans une expérience intime personnelle. Voilà les Begerstaff Brothers qui font des merveilles. Et finalement, si tout le monde admire beaucoup le travail de Mucha, je trouve qu'il a un dessin merveilleux. Il est de cette époque, 1895, qui va avec l'Art Nouveau, et donc tout cet art de l'ornement, du vide et du plein est une merveille. Mais quand on le compare à ce qui se fait en Allemagne, par exemple, là c'est Henri Meunier, c'est en Belgique, en 97, on a la modernité, puisque c'est mon sujet du premier chapitre. Sur les 5 épisodes qui viennent, j'en suis au 2e là, sur tout est graphique. C'est-à-dire comment les inventions de la modernité vont infuser la société de la vie de tous les jours et comment on va être dans un monde d'images où la créativité ancienne se retrouve partout. Voilà, les images c'est en haut à gauche, Thomas Theodor Hein pour des magazines, Simplissimus, et puis même ce deuxième clin d'œil après Meunier, le Ripollin. C'est pas que l'image de Vavasseur soit tout à fait originale, le graphisme, la simplicité de lecture n'est pas extraordinaire. Lautrec avait fait bien mieux quelques années avant, mais c'est l'idée en fait de jeu entre l'image, le texte, qui fait que on écrit sur le peintre, qui écrit sur le peintre, qui écrit sur le peintre. Voilà, finalement, ce que Topfer, en inventant la bande dessinée, avait expliqué simplement, c'est tout simplement que le texte sans l'image ne marche pas, l'image sans le texte est incomplète, mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'interface de l'un et de l'autre et l'interrelation de l'un et l'autre qui est importante. Au cœur du graphisme et de la reconnaissance du graphisme comme un art, il y a cette question-là. D'ailleurs, je reviens un instant à mon petit Blisten avec cette magnifique image de Yendis, une citation, une merveille sur le chapitre graphisme. Je m'applique. Si l'Europe des avant-gardes a été pour les graphistes le terrain d'une culture de la contestation, voire de la révolution, si l'Europe des avant-gardes a été pour les graphistes le terrain d'une culture de la contestation, voire de la révolution, la discipline a trouvé aux États-Unis d'après-guerre sa pleine efficacité marchande et économique. Voilà. Comment l'avant-garde, la créativité rebelle, anarchiste quelquefois, fréquemment même, va se retrouver mangée par le système marchand. À ce titre, parce que le graphisme ne peut que se situer entre utopie et pragmatisme, il est un art moderne. Fin de mon introduction. Koloman Moser, qui est proche de Klimt et de Egon Schiele, va être à la fois dans ce travail du graphisme courbe, mais en même temps dans la capacité de simplifier. Là, on est en 1900 et il y a des affiches partout. Encore l'école allemande, Edel, et puis une création française qui nous nourrit encore, même si je devais vous demander aujourd'hui de reconnaître les panneaux de la signalisation, c'est l'Association Générale d'Automobile qui crée un alphabet des signaux de la route.
Ça a l'air tout bête, mais il fallait que quelqu'un trouve un moyen de ne pas passer par l'écriture pour envoyer un signal graphique compréhensible quand on est à l'époque 30 à l'heure et aujourd'hui à 200. Un petit clin d'œil pour montrer que le logo Coca-Cola lui-même vient de ces années-là et qu'il est d'abord un produit pharmaceutique, puis un produit de rafraîchissement avant d'être un produit de grande consommation. Et puis, si je finis mon petit inventaire, toujours jeune grâce à le jeune, ça c'est ma devise, mais Lucien Bernard, voilà, un chef-d'œuvre de simplicité et d'efficacité, on dirait de la publicité même des années 1970. Le même Lucien Bernard, à mon avis, son pur chef-d'œuvre, de la publicité pour des allumettes, 4 couleurs, le fond simplifié qu'on retrouvera chez Capiello, le titre et la force des allumettes signifiée par le jaune. Peter Behrens est le premier qu'on qualifiera de designer parce qu'il va être dans le design global, c'est-à-dire il va traiter pour AEG les luminaires, les affiches, le bâtiment, l'ensemble du travail. Et puis, dernière chose, un magasin de kimono en 1914, on est au Japon aussi dans la publicité, dans la diffusion graphique sur papier d'images. On va y venir juste après de ce que la propagande va pouvoir vouloir dire. Et puis, un dernier petit tour rapide. Capiello, en 1920, la capacité de faire des affiches sur des fonds unis très, très simples. Voilà, le vermouth, les cachous, la jaunie pour les fumeuses, quand elles puent du bec un peu, c'est le moment d'y penser. Finalement, le dessin n'est pas si simplifié que ça, il est tout à fait élaboré, assez varié, mais c'est l'idée forte de Capiello, c'est le fond uni, en fait. Le fond uni qui fait ressortir l'écriture et le texte. On va voir, alors qu'on est en 1920, comment l'école suisse, en 5 ans, 10 ans, va tout révolutionner. La Chocolat Claus, la grande œuvre de Capiello, le jeu avec les nouilles macaroni, mais qui sont sponsorisées. On a à la fois Réjeanne, Coquelin-Lenné, Mounet-Sully, c'est-à-dire des auteurs de théâtre, de comédiens qui mangent tous des nouilles et ils font de la publicité pour ça. Mais dans les années 20, on a Fernand Léger qui, même si je n'aime pas forcément toute son œuvre et on a le droit de chacun à mon goût, va avoir quelque chose qui est très important, très très important, c'est cette idée de ne pas basculer complètement entre l'abstrait et le figuratif pour faire un art qui soit populaire et qui soit accessible à tout le monde, qui montre à la fois le travail, les travailleurs et qui soit visible par tout le monde à plein d'endroits. Si vous avez l'occasion, le musée Léger dans le sud. Et si vous n'avez pas l'occasion, que vous n'habitez pas loin, la MJC de Corbeil, quand même. Et puis Gif-sur-Yvette, quand même, l'endroit où il a fini sa vie. Pierre Charot, on est dans les années 20 dans ce qu'on va appeler l'art déco, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Une société qui s'enrichit, qui joue et qui s'appuie sur une abstraction, mais un peu soft, un peu de géométrie. Un documentaire toujours à voir dans la série Arte sur l'architecture de Stan Neumann, des merveilles du génie pur que ces documentaires-là. Malestévens en chaise et à Lille, à la Villa Cavrois, un pur chef-d'œuvre qu'il faut, dès que vous pourrez sortir, aller voir. Voilà, en été, en hiver, c'est très très beau. La géométrie simplifiée pour chasser l'ornement, donner de la lisibilité au bâtiment. Vous voyez, c'est une espèce de languette, le plan d'eau, qui est comme une piste d'atterrissage, un graphisme qui vient de l'univers industriel et qui s'en inspire. Le petit film du soir, puisque j'essaye d'être prescripteur, le Malestévins fait tous les décors de l'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Et comme ça date de 1924, c'est libre d'accès et gratuit sur Internet. Le même Malestévins fait une villa pour les frères Martel à Paris et les frères Martel fabriquent cet arbre en béton, l'avenir des arbres, devant l'espace Landowski, le merveilleux musée des années 30. Regardez les musées en ligne, c'est encore possible. Et puis, peu connu, mais toujours dans cette optique de graphisme simplifié, intégré à un jeu géométrique, mais en restant figuratif, le cousin de Le Corbusier, Amédée aux enfants, qui va être très important dans ces années 20, plus important que son cousin d'architecte, et qui va
développer ce qu'on appelle le purisme. Chacun crée son petit mouvement, mais on est dans mes années 30 là, la fin des ismes en fait. C'est en train de disparaître parce que ce que je suis en train de décrire, c'est que ça s'infuse dans la société concrète et que l'avant-garde va devoir trouver une autre place. Et en plus, elle va trouver un autre continent en passant de l'Europe où je me trouve là, aux États-Unis, où vont se retrouver les graphistes de toutes les époques, graphistes qui fuient l'Europe en guerre. Voilà, aux enfants, je pourrais faire cette petite astuce. Il n'est pas de Lille aux enfants, mais il pourrait y aller. Voilà, impact direct. Et c'est facile à résumer. On avait affichiste des années 20, Capiello, moderne par la simplicité du fond, mais pas tellement par le jeu de l'écriture et par le motif et le dessin. On passe et on intègre la géométrie Art déco, on va appeler ça comme ça. Le plus bel endroit pour voir de l'Art déco pas cher, c'est au musée d'art moderne, c'est gratuit. Cassandre travaille pour une compagnie d'affichistes et qui va réaliser, on est encore dans la logique Art déco, c'est-à-dire encore dans une Europe qui pense que par le luxe, finalement, l'Europe, la France s'est située sur ça encore aujourd'hui. Hein. C'était peut-être pas le bon calcul à faire pour être une économie mondiale, mais c'était un positionnement qui tient en partie. Voilà, accompagner les déjeuners Pullman, les wagons-lits, le Normandie, le Nord Express, la compagnie des chemins de fer. Voilà. Finalement, si on regarde bien l'image, elle est à la fois figurative et à la fois géométrique simple. Elle a une structure géométrique qui rappelle ce que je vous disais hier sur le photojournalisme, c'est-à-dire une composition qui s'appuie sur l'invention de l'abstraction, c'est-à-dire des lignes de force. Vous voyez ici, tout est centré. Un triangle sur le côté, un triangle sur l'autre côté blanc. Le blanc ressort plus sur le fond bleu foncé. Le bleu foncé est en haut, il devient bleu clair, donc ça donne une sorte de fond qui s'estompe pour faire ressortir plus le bas. Et si vous regardez, c'est la meilleure façon de commencer à lire des images. Prenez une couleur et puis faites comme si votre œil était un petit bonhomme et puis il se promène, hop, je prends le rouge, je pars du haut, j'ai le drapeau, j'ai le nez du bateau, je descends, il n'y a rien, hop, ça ressort ici alors qu'il n'y a pas de raison spécialement. Si, ça fait ressortir la petite vaguelette qui montre que c'est en train d'avancer vers nous, mouvement. C'est le sujet de nos 5 chapitres, comment ça s'accélère et comment ça bouge. Voyage inaugural, l'information principale. L'image est signée, on commence à sortir de l'objet industriel anonyme vers quelque chose de précis. Même chose là avec ce jeu de typos qui s'efface presque à être illisible. Le Norp Express n'est pas tout à fait lisible. Puis j'ai montré hier que Cassandre, c'est aussi à la suite de cette nouveauté du moderne qui entre dans la vie de tous les jours, la capacité de jouer avec de la photo qui intègre du dessin, de la typo. L'oiseau bleu, les trains Pullman, même chose. Et avec des choses qui sont assez complexes en fait de graphisme, hein, qui s'appuient beaucoup sur les recherches du Bauhaus, ce qu'on va voir juste après. J'en profite pour refaire un clin d'œil à M. Derian, c'est le moment de sortir sa casquette de Marlou parisien, adopté par les champions, tous les champions. Voilà l'appui sur le sport, sur la nouvelle vie qu'a l'air de proposer la modernité. Le sport s'est développé depuis les années 1870, depuis qu'on a pris une pile à la guerre. On se dit qu'un peuple en train de faire du sport, ce sera la meilleure façon de réagir s'il y a un problème. Et puis finalement, chez Cassandre, je n'avais pas eu l'occasion de le montrer, mais un jeu avec l'écriture, avec la typo qui est très, très élaboré. Les wagons-lits, les wagons-bars, des merveilles. Mais encore plus fort chez Cassandre, voilà, le dépouillement moderniste vers sa limite, dit la petite fiche que j'ai trouvée sur Internet, la création de la typo Bifur. Vous voyez, Bifur, Cassandre, 1929, une merveille de... On pourrait plaisanter en disant d'illisible, à la fois d'élégance, de jeu avec un petit trait et un grand trait, qui fait que ben voilà, le F, si je l'ai face à moi, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un T. Le N est très, très audacieux. Par contre, un jeu de dessiner le monde qui nous entoure. Et puis Cassandre, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, voilà, je commence à regarder, je regarde le verre, c'est du beau. Voilà, je goûte, c'est du bon, et le liquide me remplit. Il y a un jeu d'écriture, un jeu de sonorité et un jeu graphique. Chef-d'œuvre absolu, 32, du beau, du bon, du bonnet. Pour un petit vin graphique, on peut en avoir une exception. Du beau, du bon, du beau, du bon, du bonnet. Buvez-donc quand ça vous plaît, du beau, du bon, du bonnet. C'est le quinquina parfait, du beau, du bon, du
bonnet. Du beau, du bon, du beau, du bon, du bonnet. Je ne suis pas censé vous inciter à picoler. Mais finalement, ces images-là, elles sont encore sur nos murs, hein, les années 30, et elles sont toujours là. Elles imprègnent complètement notre univers de vie. Et donc, la séparation vie artistique, créativité, avant-garde, vie de tous les jours, elle devient diffuse. On est dans un monde d'images continuelles. J'ai besoin d'expliquer ça sur les 5 premiers chapitres parce qu'en fait, on est tellement dans un monde d'images, par la photo, par le graphisme, par le cinéma, je vais y venir, que les artistes, ils vont avoir comme sortie de secours d'aller vers autre chose. La performance qui permet de toucher le public en direct, l'improvisation, l'art d'immersion qui fait qu'on va venir le chercher avec tous ses sens. Et puis, une autre possibilité qu'on verra dans le 2e chapitre, c'est, on va dire, le pop art anglais d'abord, qui est le plus intéressant, bien plus intéressant finalement que le pop art américain, de jouer avec les images dans un monde d'images, de trouver une stratégie pour détourner l'image et la faire voir tout à fait autrement. J'en finis avec les images, les années 30, Savignac, une merveille, et puis les affiches, elles se diffusent dans notre vie de tous les jours, jusqu'à être le lieu que les nazis utilisent pour accuser Manoukian arrêté à Évry. Il fallait que je dise Évry au moins une fois aujourd'hui, c'était l'idée. Alors j'ai l'air de faire un aparté, et ceux qui ont suivi le cours d'histoire de l'art sur la naissance de la réclame et de la propagande connaissent un peu cette histoire, même ceux qui sont intéressés à ce livre fascinant de Édouard Bernays, Comment manipuler l'opinion en démocratie. Voilà, c'est le manuel classique de l'industrie. Et puisque j'essaye d'être prescripteur intelligent, c'est l'occasion d'aller sur le catalogue des éditions Zone, qui, comme fournisseurs d'idées, sont une merveille. Le livre de Kecheyan sur hémisphère gauche, toute la contestation des années 50 jusqu'à aujourd'hui à gauche pour comprendre les philosophes qui essayent de contester le système. Vous allez comprendre comment Zone va loin, il suffit d'aller sur leur site. Vous pouvez télécharger le livre gratuitement, il est juste en Word, c'est-à-dire le plus simple possible, et il est précisé que ça serait plus sympa d'acheter les livres. Voilà, on a James Baldwin qui est réédité, et donc ce livre de Édouard Bernays, dont je voudrais vous parler un instant, l'inventeur, pour faire court du marketing. Édouard Bernays, il propose simplement, il s'appuie sur un livre de Gustave Le Bon, Connaître l'art d'impressionner les foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Il est le petit-neveu de Freud et il va partir aux États-Unis. Il y a toute une vague de migrants européens qui vont créer aux États-Unis et apporter la modernité aux États-Unis. Et en l'apportant, elle va se diffuser encore plus fort à l'intérieur de la population et des objets de la vie de tous les jours. Là, Gustave Le Bon, c'est aussi un livre qu'a lu Hitler, donc c'est pas rien comme enjeu de livre. C'est-à-dire, c'est un peu résumé, voilà, les hommes en foule ne sauraient se passer de maîtres, pas rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à parler de psychologie sociale, c'est-à-dire comment un groupe social pourrait réagir, avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir. Les 3 ou 4 faits de trouvailles géniales de Édouard Bernays, c'est facile à résumer. Il va en 1917 participer à la Committee on Public Information. Simplement, les États-Unis ne sont pas très chauds pour rentrer dans la Première Guerre mondiale, et puis des gens, dont Édouard Bernays, comprennent que c'est à la fois une bonne action de liberté individuelle et une bonne façon de mettre un pied en Europe pour créer du lobbying. Et donc, ils décident de convaincre l'opinion publique, puisque vous avez compris que c'est ça l'enjeu, en fait. C'est comment manipuler l'opinion en démocratie. La publicité devient un enjeu très fort, puisque tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut l'exprimer avec une voix. Il faut donc faire pression. Je n'irai pas dans du complot, de l'organisation secrète, puisqu'il y en a tellement, il y en a autant que de personnes, et donc il faudra encore arriver à savoir qui arrive à être le plus manipulateur que l'autre. Ça fait quand même, il suffit de lire Machiavel pour savoir que la façon d'imposer le pouvoir n'est pas si simple que ça. Ça se saurait quand même. Et puis ça se vendrait très cher. Qu'est-ce qui se passe avec les 4 Minutemen? Tout simplement, des réunions de petits comités qui décident, c'est la radio d'avant la radio, un speech dans les salles de spectacle, dans les théâtres, juste avant les films, et puis essayer de convaincre avec des arguments simples. C'est 75 000 speakers qui se retrouvent dans toutes ces communautés.
L'idée, c'est que finalement, toucher le monde précisément va être plus fort que d'essayer de faire passer le message dans un média qui n'existe pas. Voilà leur création, une des plus connues. Premier épisode de Bernays, c'est-à-dire en ciblant l'endroit où on peut donner l'information, on va être plus efficace qu'en essayant de faire quelque chose de global. Il va inventer l'idée de public relations, c'est-à-dire d'options, d'organisateurs, de méthodes pour comprendre ce que le public peut vouloir. Voilà, Dichter va être un de ses disciples, on va dire, les motivations, la recherche des motivations, la stratégie du désir. Donc, vous lisez peut-être, si vous êtes plus vieux, vous avez un souvenir de ce qui est M. Bleustein-Blanchet. Voilà, deuxième fait d'armes d'Édouard Bernays, inventer ni plus ni moins que l'American Way of Life, c'est-à-dire montrer que ce qui est cool, ce qui fait partie de la vie de tous les jours, c'est d'avoir tous ces objets. Ce que j'ai examiné dans l'histoire des idées, puisque je donne un petit cours tous les mois, venez, c'est à la fin du mois. Celui-là était sur les besoins artificiels. J'étais pile dans le bon timing pour savoir, est-ce que tous ces gens ont tout ce qu'il leur faut? Non, je pense qu'il leur manque encore un peu de coca. Il n'y est pas sur la table. Voilà, comment la publicité va aussi, non seulement elle n'est pas là pour nous manipuler, elle fait bien plus que ça, elle est là pour anticiper ce qu'on pourrait désirer. Voilà, le mode de vie américain, c'est que Édouard Bernays va être le premier à être engagé par une grosse quantité par la compagnie agroalimentaire, et puis pour promouvoir la charcuterie, les œufs, les céréales, et bien, il va inventer l'idée du breakfast américain, qui n'existe pas avant ces années 10-15. Ça, champion du monde sur la façon d'intégrer par la créativité le mode de vie des humains autour de vous. Walter Lippmann à sa suite, je ne parlerai pas des torches de la liberté, vous aurez qu'à jeter un petit œil. Comment faire fumer des clopes? Il suffit de demander au médecin de le recommander. Voilà. Mon médecin fume des camels et pas une autre, ce ne serait pas bon pour sa santé. Vous comprenez qu'il y a un peu d'ironie dans ce que je raconte. Dichter à la fois comment on peut trouver les comportements de motivation, et Dichter est proche de créateurs des années 20 allemands, du Bauhaus, qui s'étaient intéressés à l'influence de la couleur, de la typo sur l'ensemble des produits qu'on fabrique. Le Bauhaus, c'est l'école qui réunit l'industrie, la création des objets avec les artistes. Le Bauhaus va être chassé par l'Allemagne nazie et va se réfugier aux États-Unis. Vous avez à peu près l'histoire que je raconte. La société industrielle s'appuie sur la créativité des avant-gardes pour l'intégrer dans son système publicitaire. C'est une merveille. Joseph Albers est prof dans cette école. Il fait des carrés qui jouent avec leurs couleurs les uns par rapport aux autres. On est dans l'invention de l'abstraction la plus simple et la plus forte, mais il va justement réfléchir à comment les œuvres sont disposées les unes par rapport aux autres, comment elles jouent les unes par rapport aux autres. C'est Joseph Albers qui va créer un livre qui s'appelle L'interaction des couleurs, on n'arrive presque pas à le lire, et il va s'intéresser justement à comment cette grille grise a l'air plus foncée quand elle est plus claire quand elle est à côté d'un foncé et plus foncée à côté d'un clair. Comment les deux carrés-là auraient presque l'air de la même valeur et pourtant, ils sont tout à fait différents. Comment vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous avez l'impression qu'il y a un papier marron qui, par transparence, est posé sur le papier. Et votre esprit, même si je vous le dis, n'arrive pas à penser qu'il y a trois papiers, un marron bizarre et un rose. Votre idée, votre cerveau, en fait, vous voyez avec votre cerveau, invente le fait que les feuilles se superposent. On ne peut pas s'empêcher de voir que le jaune passe devant et dessous. Et ce qui intéresse Joseph Albers, c'est parce que, vous le comprenez, avec une création aussi simple que la sienne, il est obligé de s'intéresser au système de perception. Et cette création et ce livre, L'interaction des couleurs, qui sera un vrai triomphe, voilà, le mur n'a pas l'air pareil si on a peint les joints ou pas, et là, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir comme des livres qui sont rangés, vous avez du mal à voir les vides entre les rouges. On voit plus, on arrive, même si on se force et qu'on se dit, allez, les livres, c'est pas le rouge, c'est le vert, vu que la forme est irrégulière, je lis la forme, je la déconnecte, je l'interprète, et petit à petit, je lui donne un sens. On verra plus tard, j'y reviendrai, que ce travail d'œuvre dans la ville va se retrouver un peu partout. Jean Devanne et Max Bill, le Suisse, qui, à la suite du travail de Joseph Albers, va faire, on pourrait dire dans l'esprit de Mondrian, des créations comme celle-ci, une merveille de simplicité, une merveille de rien en fait. Et en voyant mon petit logo
préfiguration, je me disais, ben, finalement, c'est peut-être un peu voisin. Vous avez une dernière petite chose à noter, toujours chez Max Bill. Un Suisse, ben, ça va être simple à dérouler. Ma conclusion, c'est que les graphistes vont suivre cette école suisse fortement. Voilà comment, avec un jeu de masques, vous pourriez presque prendre des papiers découpés, 3-4 couleurs, décider d'une forme à masquer, et puis la poser pour faire de la composition avec des morceaux de papier. La citation de Soulages est plus tardive, mais elle m'intéresse. La dimension d'une surface colorée change sa couleur. La taille d'une couleur change sa couleur. Très compliqué, finalement, ce que dit le monsieur Soulages. Et puis, il y en a sur la chaîne YouTube, mais voilà, le premier qui va s'intéresser à ça, l'homme aux 1000 pochettes de disques, Steinway, va, en prenant le parti pris d'un graphisme simple sur des pochettes de disques, alors qu'avant, elle n'avait pas de pochette, va multiplier les ventes de son travail. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Édouard Bernays, Brut, qui est un petit vidéo, dont vous pourrez aussi vous regarder d'où viennent les informations. C'est souvent un peu commercial en même temps. Alors, il me reste à vous montrer Rand, Matter, Solbass. C'est simple, c'est pas long du tout. Les graphistes, en fait, ceux qui inventent le graphisme qu'on pourrait dire moderne. Et si je reprends ma formule du début, en m'appuyant sur ce que disait Blisten, comment la création d'avant-garde entre dans la vie de tous les jours. On l'a vu avec le photojournalisme hier, on le voit là avec les affiches, exposition industrielle américaine, les couvertures de livres, Merveille de Milos, Paul Rand, vous voyez, il est signé. Vous avez du mal à lire l'ensemble, vous voyez à quel point ce travail de l'interaction des couleurs de Joseph Albers, c'est une merveille. On verra Joseph Albers, il a une importance énorme parce qu'il va devenir professeur au Black Mountain College aux États-Unis aussi. Les Américains vont avoir l'idée. Regardez la vie de Varian Fry, il y a un type qui va venir en Europe aider tous ces artistes malmenés à fuir aux États-Unis, va leur trouver du boulot, alors que souvent les graphistes que je montrais, Cassandre, c'est le cas aussi, c'était eux-mêmes des étrangers qui étaient venus en France. Et là, si on récupère des étrangers, on a toujours une vertu avec une dynamique nouvelle qui se crée. Il va être prof au Black Mountain College, dans lequel il y aura comme élèves Robert Rauschenberg, John Cage et Merce Cunningham, dont je vais avoir l'occasion de vous parler, peintre, musicien et danseur. Voilà, les images de Paul Rand vont être des célébrités. Je vais vous en montrer deux, ça sera tout à fait suffisant. Il va créer des logos, devenir autant créateur d'affiches que de logos. Il va surtout écrire ce livre en 1946 sur ce que c'est que le design graphique. Voilà, à 32 ans. Il faut penser que c'est à la fois la fonction qui crée la forme, mais il peut y avoir quelque chose de personnel. Ça devient la Bible de tous les graphistes. Et il va créer, par exemple, ce petit logo, petite chose, qui va rester à la mode bien longtemps, qui va être tellement à la mode dans son dynamisme. Vous reconnaissez Max Bill, vous reconnaissez le fait qu'on ait une lecture à deux vitesses. Je vois un truc qui bouge et petit à petit, je prends du recul, je dis IBM. Ouais. Et puis IBM, le mot était tellement fort que je peux le décliner avec un cerne, avec une ouverture. Je peux reprendre le même logo, le travailler longtemps et ne pas perdre sa capacité de créativité. Et je peux aller même jusqu'à faire beaucoup, c'est-à-dire I pour le I, B comme l'abeille et M, je finis par créer une connivence invraisemblablement efficace avec le spectateur-lecteur. Voilà toute la carrière de Paul Rand, UPS aussi. Tout est design, tout est graphisme et on peut le retrouver un peu partout. Alors, je n'ai pas besoin de développer plus, c'est pour ça que je suis sûr d'arriver à être dans les temps. Herbert Matter va être un Suisse aussi, proche... voilà, ça c'est des affiches de 1935, c'est invraisemblablement fort. Pour l'Office de tourisme suisse, c'est le prince du photomontage, c'est-à-dire un jeu entre l'image, collage et le jeu de typo. Voilà. Même la simplicité de ce qui est sur la gauche est invraisemblablement fort. Engelberg n'est pas seulement un très bel album de Stéphane Escher, il est aussi une station de ski avant. Le même Herbert Matter va partir pour les États-Unis, toujours fuyant la guerre. Il va participer à des petits magazines. Si vous vous rappelez des images d'hier qui étaient encore en dessin dans les années 40, Herbert Matter va participer d'abord à Harper's Bazaar avec sa capacité de photographe, de photomontage, de jeu de typo, et puis même participer à la propagande américaine pour diffuser
l'appel à la guerre et à la mobilisation, pardon, puis travaillé pour des entreprises de design mobilier comme Knoll et Saarinen avec son merveilleux fauteuil Tulipe. On pourrait aller loin, parce que ça, je n'aurai pas le temps de le conclure. Voilà. L'école suisse après Max Bill, il s'appelle Karl Gerstner, on est plutôt dans les années 60. La simplicité, super simplicité, c'est prodigieux de faire ça. C'est tout à fait audacieux. Placard, c'est le petit site sur lequel vous pouvez le retrouver. Comment oser faire aussi simple que ça? Il faut que l'abstraction soit arrivée. Alors, la conclusion, ça c'est pour que vous jouiez. J'attends les remarques demain. Des pochettes de disques. Vous prenez une petite pochette, vous vous mettez devant et vous pouvez jouer avec une pochette de disques. Oui, vous comprenez le jeu. Soyez chez vous, prenez une pochette de 33 tours, on en parlera demain. Mettez-vous en scène et continuez le jeu qui se répand un peu partout. Ah, il faut être audacieux, il ne faut pas avoir peur. On peut se retrouver dans tous les sens et jouer avec le sens. Je montrerai demain les pochettes de disques qui commencent à se développer. Ma vraie conclusion finale, c'est Saul Bass. Je vais vous montrer un petit extrait de toujours cette merveilleuse émission qui s'appelle Blow Up, dont je voudrais partager avec vous au moins le début. Et c'est comme ça qu'on va se quitter. Saul Bass a inventé de la typo, un jeu d'images et de texte pour les plus merveilleux génériques du cinéma. Blow Up est toujours visible sur Arte. Je vous dis à demain d'avance. Pour beaucoup de cinéphiles, de graphistes et de cinéastes, toute culture et toute génération confondue, le plus grand réalisateur de génériques de films, c'est Saul Bass. Né à New York en 1920, Saul Bass débute dans la publicité. Il est vite repéré par Howard Hughes, puis Otto Preminger, d'abord comme créateur d'affiches de films et de festivals, puis de génériques de films et de séries télé, ou encore comme consultant visuel sur Psychose, Spartacus ou Grand Prix. Il est aussi un fin connaisseur et collectionneur d'art précolombien, un lecteur passionné de Marx, Freud et Eisenstein, un admirateur des œuvres de Matisse, Georgi Kepes ou de Paul Rinde. Prenez par exemple son générique pour 7 ans de réflexion. On dirait du Paul Klee. Bass dépeint avant le film une société de cases du travail, une vie comme un puzzle et en trompe-l'œil, au cœur du consumérisme des années 50. Dans L'inconnu de Las Vegas, Bass taquine l'univers visuel des jeux, un peu dans l'esprit des journaux lumineux et 20 ans avant le design Pac-Man. Plus tard, dans le méconnu Mr. Saturday Night de Billy Crystal, Bass imaginera le générique d'un film comme un repas à part entière et plus seulement comme un apéritif ou un amuse-bouche avant le film. Voilà un des génériques les plus organiques et gourmands de l'histoire du cinéma. Saul Bass, c'est aussi celui qui a su représenter et explorer l'âme humaine grâce au générique. Avec Bass, le générique devient clairement le plus grand laboratoire d'expérimentation du cinéma. Saul Bass a aussi fait du générique un art de la rue et un art des restes, comme par exemple le générique de fin de West Side Story. Il nous raconte l'art expressif de la rue face à un monde de briques, de restes et d'interdictions. On pourrait volontiers comparer les génériques de Bass à des mini-tribunes politiques. Avec Exodus et Spartacus en 1960, il ose créditer à l'écran Dalton Trumbo, scénariste blacklisté par le maccarthisme. Mais il fait aussi s'entrecroiser et s'affronter mots, formes et symboles jusqu'à l'implosion du pouvoir. Et puis, dans Les Vainqueurs, en 1963, Bass raconte l'horreur de la guerre avec des images d'archives, en employant un montage choc et des fondus enchaînés
dans l'esprit même des grands photomontages russes. Saul-Bass. En fait, on devrait plutôt dire le couple Saul-Bass, car l'épouse et collaboratrice du maître, Elaine, a influencé chacun de leurs génériques, en particulier leur dimension musicale et rythmique. Indéniablement, les génériques des basses restent aussi en mémoire pour leur harmonie tonique avec les partitions d'Elmer Bernstein, Duke Ellington, Bernard Herrmann, Maurice Jarre, Alfred Newman, Alex North, Ernst Gold, Jerry Goldsmith ou Leonard Bernstein. Saul-Bass, un nom lui-même en trompe-l'œil. Ce patronyme fut créé de toutes lettres par l'administration d'Ellis Island. En effet, immigrés à New York depuis la Bessarabie, le sud-est de l'Europe, les parents du petit Saul durent changer de nom familial pour devenir à tout jamais Monsieur et Madame Bass, une invention de douanier qui s'inspira ici de la sonorité béante et sifflante de leur lointaine contrée natale. Un palimpseste bien ironique pour définir le cinéaste des noms à l'écran. Dans un monde moderne où les patronymes sont malmenés quotidiennement, voilà celui qui aura valorisé le nom des autres toute sa vie.